Aujourd'hui, parlons d'une question centrale et souvent mal expliquée. Qu'est-ce qu'il se passe pour la conscience au moment où l'on meurt et une fois que la mort est là? Parce qu'au fond, quand on parle de vie après la mort ou de la vie après la vie, on mélange tout. On mélange les croyances, les peurs, les récits, les symboles et on finit par des réponses floues. Donc ici, on va rester sur le cœur du sujet. La conscience, juste la conscience. Est-ce qu'elle s'éteint d'un coup comme une lumière qu'on coupe ou est-ce qu'elle se transforme? Est-ce qu'on garde une perception, une mémoire, une identité? Est-ce qu'on pense encore? Est-ce qu'on ressent encore? Et surtout, est-ce qu'on se reconnaît une fois que le corps n'est plus là? Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain, plus connue sous le pseudonyme de Lexa Marot, médium clairaudiente, auteure et conférencière. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on suive le fil dans l'ordre. D'abord, ce que la conscience est quand on est vivant. Ensuite, le moment du passage, cette bascule qu'on comprend mal. Et enfin, ce que devient la conscience quand elle n'est plus incarnée. Comment elle perçoit, comment elle pense, ce qu'elle garde, ce qu'elle lâche. Et la question des regrets. Si ce sujet vous intrigue, restez bien jusqu'au bout parce qu'on va poser les choses clairement, étape par étape. On commence tout de suite. Définir la conscience. Avant d'aller plus loin, on doit définir un mot. Parce que conscience, c'est un mot que tout le monde utilise, mais pas forcément pour parler de la même chose. Quand je dis conscience, je ne parle pas uniquement du mental, je ne parle pas uniquement des pensées et je ne parle pas uniquement des émotions. La conscience peut se comprendre comme 4 dimensions. Première dimension, la présence. C'est le je suis, le fait d'être là, le fait d'exister, sans analyse, sans discours, juste la présence. Deuxième dimension, la mémoire profonde. Alors, pas seulement les souvenirs de la journée ou les détails de la vie, mais ce qui reste de vous, votre empreinte, votre tonalité, ce que vous êtes. Troisième dimension, l'intention. C'est la direction intérieure, ce qui pousse à aller vers, ce qui choisit, ce qui vise, même quand on ne parle pas, même quand on ne bouge pas. Et quatrième dimension, l'identité relationnelle. C'est la façon unique dont vous aimez, dont vous reconnaissez, dont vous vous reliez à vos proches, à votre histoire, à ce qui compte pour vous. Donc, quand on parle de persistance de la conscience, on ne parle pas forcément de garder un mental identique. On parle de savoir si ces dimensions-là continuent et comment elles se transforment. Maintenant, je dois aussi faire une distinction parce qu'on confond souvent tout. Le mental, c'est le commentaire, c'est la voix qui analyse, qui compare, qui anticipe, qui imagine des scénarios. L'émotion, c'est l'onde qui traverse peur, joie, colère, tristesse. Et dans le corps, ça s'accompagne de sensations, de tensions, de battements, de souffle qui changent l'intuition. C'est autre chose, c'est un savoir rapide, sans raisonnement, sans preuve immédiate, mais avec une évidence. Et la perception subtile, c'est encore différent. C'est quand vous captez une information ou une présence sans passer par vos sens habituels. Ça peut être une impression, une image, un mot, une sensation de signature, quelque chose de très spécifique. Et là, on arrive à l'idée centrale. Le corps influence la conscience énormément. La fatigue, le stress, la douleur, les hormones, l'adrénaline,
Tout ça modifie la façon dont on pense, dont on ressent, dont on réagit. Mais dans une lecture spirituelle, le corps ne résume pas forcément toute la conscience. Il la filtre, il la canalise, il la traduit. C'est pour ça que la question est la suivante. Si le corps s'arrête, est-ce que tout s'arrête avec lui ou est-ce que certaines dimensions de la conscience continuent autrement? Et maintenant qu'on a posé cette définition, pardon, on peut avancer. Conscience incarnée, comment elle fonctionne quand on est vivant? Avant de parler de ce qui change au moment du décès, il faut comprendre comment la conscience fonctionne quand on est vivant. Parce que tant qu'on est incarné, la conscience ne flotte pas dans le vide. Elle s'exprime à travers un corps, à travers un cerveau, et ça change tout. Quand on est vivant, la conscience est un mode très particulier, un mode qui s'organise autour de 4 grands repères. Le premier repère, le temps. Nous vivons dans un temps linéaire, avant, maintenant, après. Notre conscience avance dans une ligne. Elle se souvient d'hier, elle anticipe demain, elle compare, elle calcule, elle projette. C'est pour ça que le mental est si actif, parce qu'il gère le temps et surtout il gère l'incertitude. Deuxième repère, l'espace. Quand on est vivant, on se sent localisé. Ici, dans ce corps, à cet endroit, on dit « je suis là », on ne dit pas « je suis partout ». Cette localisation, c'est une frontière, un dedans, un dehors, moi. Et ce qui n'est pas moi aussi. Troisième repère, l'essence. Quand on est vivant, la conscience passe par des capteurs. Il y a la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, vous les connaissez. Et ces sens donnent une réalité très dense, très concrète et très persuasive. Parce que je vois ce que j'entends, ce que je touche, a l'air plus réel que tout le reste. On est d'accord. Donc, la conscience se cale sur le physique. Elle privilégie le visible. Elle privilégie le mesurable. Elle privilégie, je vais y arriver, l'immédiat. Quatrième repère, la survie. Et ça, c'est essentiel. Quand on est vivant, la conscience est aussi une conscience de protection. Elle scanne, elle évalue, elle anticipe le danger. Elle cherche le contrôle, elle veut de la sécurité, même quand on ne s'en rend pas compte. Il y a une partie de nous qui reste en veille. C'est ce qui explique les réflexes. Alors, je vais vous en donner d'autres, les peurs, les réactions, le besoin de maîtriser, et c'est là qu'intervient ce que l'on appelle l'ego. Je le précise, quand je dis ego, je ne parle pas d'orgueil. Bon, je parle du mécanisme qui dit moi, ma place, mon histoire, mon image, ma sécurité. L'ego sert à fonctionner dans la matière. Il crée une continuité, il organise l'identité, il met des limites, il dit voilà qui je suis. Mais en même temps, l'ego a une contrepartie. Il peut s'accrocher, il peut se défendre, il peut contrôler, il peut résister. Et c'est normal, parce qu'il est programmé pour survivre. Donc, dans le mode vivant, il y a souvent 3 mouvements, la survie, le contrôle et la peur de perdre. Maintenant, il faut parler des émotions. Quand on est vivant, les émotions sont liées au corps. Le stress, c'est le corps. La fatigue, c'est le corps. La douleur, c'est le corps. Les hormones, c'est le corps. Et tout cela colore la conscience. Une même situation peut être vécue de façon différente selon votre état physique. Quand vous êtes reposé, vous voyez large. Quand vous êtes épuisé, vous voyez étroit. Quand vous êtes serein, vous comprenez, et quand vous êtes en stress, eh bien, vous vous défendez. Donc, la conscience incarnée est une conscience conditionnée. Conditionnée par la chimie, par les nerfs, par la mémoire, par l'histoire, par les habitudes de réaction. Et c'est pour ça que j'utilise un mot simple. C'est un mode compressé.
compressé parce que tout passe par un seul point, ce corps. Vous êtes un être conscient, mais vous êtes canalisé dans un endroit, à une époque, avec une identité, avec une histoire et avec des limites. C'est ce qui rend la vie humaine si intense. Et c'est aussi ce qui rend la question de la mort si fascinante. Parce que si la conscience n'est plus incarnée, alors ces repères-là peuvent changer. Le temps, l'espace, les sens et le besoin de survie. Et maintenant que le mode vivant est clair, on peut entrer dans le passage. Le moment du passage, ce qui se produit au tout début. Maintenant, on arrive au point central, le tout début, le moment où le corps s'arrête. La transition n'est pas forcément noire, puis rien. Ce qui se produit au tout début, c'est une bascule, un changement de support et surtout un changement de repère. Premier phénomène, la désidentification du corps. Tant qu'on est vivant, on se vit dans le corps. On dit « je suis mon corps » ou du moins « je suis ici ». Derrière les yeux, dans la tête, dans la poitrine. Au moment du passage, dans ce modèle, la conscience cesse de se sentir ancrée dans la matière. Ce n'est pas forcément spectaculaire. Ce n'est pas forcément un film. C'est plutôt une sensation de décrochage, comme si le point d'appui interne changeait. Et c'est là que se produit la première perte de repère. Le repère du dedans. Parce que quand la conscience ne se vit plus dans, elle se vit autrement. Deuxième phénomène, la perte des repères habituels. Dans le mode vivant, vous avez un décor, un temps, un lieu, des sons, une lumière, un poids. Au moment du passage, ces repères peuvent s'effacer ou se modifier très vite. Le temps peut se contracter ou se dilater. Une seconde peut sembler longue ou l'inverse, l'espace peut devenir étrange. On ne se sent plus quelque part comme avant. On se sent dans un état, dans une proximité, dans une résonance. Et c'est pour ça que ce moment est délicat, parce que la conscience perd ses balises. Troisième phénomène, la phase de bascule. Je l'appelle bascule parce qu'on passe d'un mode à un autre. Mais ce passage n'est pas toujours instantanément stable. Il peut y avoir un entre-deux. Et dans cet entre-deux, il y a deux grandes possibilités. Première possibilité, la lucidité très forte. Dans certains cas, la conscience devient très claire, très aiguisée, comme si tout à coup le bruit mental se coupait. Il peut y avoir une impression d'évidence, de compréhension, de calme, comme si la conscience reprenait de l'espace, comme si elle se souvenait d'elle-même. Deuxième possibilité, la confusion temporaire, et c'est très important d'en parler parce que c'est la logique. Si vous retirez à la conscience ses repères habituels, elle peut chercher à se raccrocher. Elle peut être désorientée, elle peut être en résistance, elle peut être dans le choc. Et là, on peut observer des états de brouillard, des états d'incompréhension, des états de tension. Pas parce que quelque chose est mauvais, mais parce que la conscience est en adaptation. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre lucidité et confusion? Trois facteurs. Le premier, l'état intérieur. Si une personne a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de tension, la bascule peut être plus heurtée. Si une personne est dans l'apaisement, la bascule peut être plus fluide. Le deuxième, le choc. Un départ brutal, imprévu, violent peut créer un moment de désorientation. Le choc peut laisser la conscience dans une forme d'inertie, comme si elle avait besoin de se reconstituer avant de se stabiliser. La troisième, enfin plutôt le troisième, c'est l'attachement. Et ici, l'attachement n'est pas un défaut moral, c'est simplement le fait de rester accroché
accroché au corps, accroché au contrôle, accroché à un lieu, accroché même à une personne, accroché à une peur. Plus l'attachement est fort, plus la conscience peut résister au changement de mode. Et c'est là que ce chapitre est important, parce qu'il vous montre une chose simple. Au tout début, la conscience est en transition. Elle n'est pas encore dans un état stabilisé. Elle est en train de changer de repère. Et c'est pour ça que dans la suite, on va distinguer deux étapes. L'état juste après, la phase d'adaptation et l'état stabilisé. Est-ce la même conscience après la mort? C'est l'une des questions les plus importantes et je vais répondre de façon nette. Est-ce la même conscience après la mort? Oui et non. Oui, parce qu'il y a une continuité. Non, parce que le mode de fonctionnement change. D'abord, ce qui continue, la première continuité, c'est le « je suis », cette tension simple d'exister, d'être là, même sans corps. Dans ce modèle, ce noyau-là ne dépend pas de sens, ni des mots, ni du mental, c'est la présence, c'est l'être. Deuxième continuité, la signature. Quand je dis signature, je parle d'une empreinte, une tonalité, une manière d'être, une façon unique de vibrer, de se reconnaître, d'exister. Même quand le corps n'est plus là, il reste quelque chose qui fait c'est moi, et c'est aussi ce qui permet la reconnaissance. Troisième continuité, les liens. Je ne parle pas des liens sociaux, je parle des liens profonds. La reconnaissance de ce qu'on aime, la mémoire affective, la trace relationnelle. La conscience n'oublie pas qui elle a aimé. Elle reconnaît, elle se relie et c'est très important parce que ça répond à une peur fréquente. Est-ce qu'on disparaît au point de ne plus être soi? Dans ce modèle, non. Mais maintenant, voici ce qui change. Première transformation. Les filtres du corps disparaissent. Quand vous êtes vivant, vous êtes traversé par des filtres permanents. La fatigue, la douleur, le stress, l'adrénaline, les hormones. Je les ai cités un petit peu plus haut. Et ces filtres modifient tout. Ils modifient la pensée, ils modifient l'émotion, ils modifient la réaction. Après la mort, ces filtres-là ne jouent plus le même rôle. Donc la conscience peut devenir plus claire, plus stable, plus vaste. Deuxième transformation, les réflexes de défense se relâchent. Le corps, c'est aussi la survie, et la survie crée des automatismes. Se protéger, se justifier, contrôler, se fermer. Quand le corps n'est plus, l'urgence de survie n'est plus la même. Donc beaucoup de choses perdent de leur tension. Les conflits, les luttes, les rivalités, le besoin d'avoir raison, tout ce qui était lié au réflexe de protection peut se détendre. Troisième transformation, le mental qui tourne se calme. Dans le mode vivant, le mental est souvent en mouvement. Il analyse, il compare, il anticipe, il rumine, il crée des scénarios. C'est normal, parce qu'il gère le temps et le danger et l'incertitude. Mais dans ce modèle, après la mort, la conscience n'a plus besoin de produire autant de bruit mental. La pensée devient moins linéaire, moins bavarde, plus globale. On n'est pas sans pensée, on est autrement. Et c'est là qu'on arrive à la formule. Même être, autre mode de fonctionnement. Ça veut dire, vous vous reconnaissez, vous gardez une signature, vous gardez un noyau, mais vous n'êtes plus filtré de la même façon. C'est exactement comme une lumière. La lumière est la même, mais si vous changez le filtre, le vert, la densité, la couleur, vous voyez autre chose. Donc le point clé dans ce chapitre, c'est celui-ci. La mort ne serait pas une annihilation de la conscience. Ce serait un changement de support et ce changement libère des filtres, relâche des défenses et transforme la façon de penser et de ressentir. Est-ce qu'on pense une fois mort? On arrive ici à une question très concrète et très importante parce que quand on dit conscience, beaucoup de gens entendent penser. Alors, est-ce qu'on pense une fois mort? Eh bien, oui, mais pas comme ici. Et c'est là la clé. Ce n'est pas une absence de pensée, c'est une pensée qui change de forme,
qui change de vitesse et qui change de langage. D'abord, regardons le mode vivant. Quand on est vivant, la pensée est souvent en mots. On se parle dans la tête, on se raconte des phrases, on commente, on juge, on compare, on fait défiler des scénarios. Et cette pensée est très liée au temps. On repense à hier, on anticipe demain, on rejoue une conversation, on prépare une réponse. C'est ce qu'on appelle le dialogue interne. Et chez beaucoup de personnes, ce dialogue interne devient une boucle. C'est ce qu'on appelle la rumination. On revient, on retourne, on ressasse, on imagine. Et tout ça produit du bruit. Un bruit mental. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est le mode incarné. Le mental sert à se repérer, à survivre, à choisir, à contrôler, à réduire l'incertitude. Mais maintenant, si on enlève le support corporel, alors la pensée peut changer. Dans cette approche, après la mort, la pensée devient moins linéaire, elle devient plus globale. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Au lieu de penser phrase par phrase, la conscience peut recevoir une idée entière, comme un ensemble, comme un bloc, une compréhension complète sans devoir passer par toutes les étapes. On n'a plus besoin de se dire donc si A, alors B, donc C. Vous voyez? On peut avoir une évidence, un je comprends immédiat, sans calcul. C'est pour ça que je dis penser en bloc. Ce n'est pas une image poétique, c'est une façon de décrire un mécanisme. Ici, vous assemblez des pièces, une à une. Après, dans ce modèle, vous voyez la forme entière. Et cela change aussi la perception, parce que penser et percevoir se rapprochent. Dans le mode vivant, penser et percevoir sont séparés. Je perçois par le sens et je pense ensuite. Après la mort, dans cette lecture, la perception devient plus directe et la pensée devient une manière de percevoir. On comprend directement, on saisit une situation sans avoir besoin d'en faire un récit intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de mémoire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'identité. Ça veut dire que le mental tel qu'on le connaît n'est plus obligé de tourner en continu. Et c'est pour ça que la sensation peut être celle-ci. Moins de bavardage, plus de clarté, moins de commentaires, plus d'évidence, moins de scénarios, plus de compréhension. Alors il faut aussi préciser une nuance. Au tout début, juste après le passage, la pensée peut encore ressembler à celle d'ici. Parce que la conscience est en transition. Elle peut chercher des repères. Elle peut se raccrocher à des habitudes mentales. Donc il peut y avoir une phrase où la pensée reste humaine, mais dans la stabilisation, dans ce modèle, la pensée devient plus simple, plus vaste, plus directe. Et cela a une conséquence. Si la pensée devient plus globale, alors la conscience peut comprendre des choses autrement. Elle peut voir ses liens autrement. Elle peut voir ses choix autrement. Elle peut voir ses peurs autrement. Et c'est pour ça que la suite logique de cette question, c'est celle-ci. Si on pense autrement, est-ce qu'on ressent autrement? Est-ce qu'on ressent? Et comment? Après la pensée, il y a une autre question essentielle. Est-ce qu'on ressent une fois mort? Et si oui, comment? Parce que beaucoup de personnes imaginent deux extrêmes. Soit plus rien, plus aucune émotion, soit au contraire une émotion éternelle, une souffrance qui ne finit pas. La réalité est plus nuancée. Oui, on ressent, mais pas avec le même support. Quand on est vivant, les émotions sont liées au corps. Elles passent par les nerfs, le cœur, la respiration, les hormones, le ventre, les tensions. Une émotion, ce n'est pas seulement une idée, c'est une réaction physique. C'est pour ça qu'une peur peut accélérer le cœur. C'est pour ça qu'une tristesse peut couper l'énergie. Donc, dans le mode vivant, l'émotion est incarnée. Après la mort,
dans cette approche, le support corporel ne joue plus le même rôle. Alors, est-ce que l'émotion disparaît? Non, elle change de forme. Elle devient moins une réaction physique et plus un état de conscience. Quand je dis état, je veux dire un climat intérieur, un niveau d'apaisement, un niveau de tension, un niveau de clarté, comme si l'émotion se rapprochait de la qualité de conscience du moment. C'est là que cette question devient importante. Parce que si l'émotion devient un état, alors elle dépend beaucoup de trois choses: l'attachement, le regret et la résistance. D'abord, l'attachement. Dans ce modèle, l'attachement n'est pas l'amour. L'amour relie, l'attachement retient. C'est la peur de perdre, le besoin de contrôler, le refus de lâcher. Quand la conscience reste accrochée à ce qu'elle vient de quitter, elle peut ressentir un état de tension, pas parce qu'elle est punie, mais parce qu'elle résiste au changement. Ensuite, le regret. Alors, le regret, c'est l'écart entre ce qu'on a vécu et ce qu'on aurait voulu vivre. C'est la conscience d'un manque, d'un geste non fait, d'une parole non dite, d'une réparation non tentée. Le regret peut exister, mais il ne se vit pas comme ici. Ici, le regret peut devenir une boucle. Après, dans ce modèle, le regret devient une lucidité, une compréhension, un face-à-face avec l'impact. Et cette lucidité peut créer un état émotionnel, parfois intense, mais cette intensité a une fonction. Elle met en clarté, elle met en vérité, elle ouvre la transformation. Troisième facteur, la résistance. La résistance, c'est le refus d'accepter l'état. Refus du passage, refus de la réalité, refus de lâcher le monde connu. Plus la résistance est forte, plus l'état émotionnel peut être tendu. Et c'est là qu'on comprend une chose importante. Dans cette approche, la douleur émotionnelle après la mort ne vient pas d'un corps qui souffre. Elle vient surtout d'un état intérieur, un état d'attachement, de regret, de résistance. Et maintenant, la suite est simple. Si on ressent autrement, alors une question arrive naturellement. Qu'est-ce qui reste de l'identité et de la mémoire? Mémoire et identité. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui se dissout? Maintenant, on va répondre à une question très précise. Qu'est-ce qui reste de la mémoire? Et qu'est-ce qui reste de l'identité? Une fois mort, parce que là aussi, on imagine souvent deux extrêmes. Soit tout disparaît, plus rien, soit au contraire, tout reste intact, comme si rien n'avait changé. Mais c'est plus subtil. Il y a une continuité, mais il y a aussi un tri naturel. Et pour comprendre, on doit distinguer trois types de mémoire. Première mémoire, la mémoire factuelle. C'est la mémoire des détails, les dates, les lieux, les scènes précises, les objets, les horaires, les discussions exactes. Cette mémoire existe dans la vie. Elle sert à se repérer, elle sert à survivre, elle sert à s'organiser le quotidien. Mais après la mort, dans ce modèle, elle peut prendre de l'importance. Pas parce qu'elle est effacée, mais parce qu'elle devient secondaire. Parce que ce qui compte n'est plus d'empiler des faits, ce qui compte, c'est le sens. Donc, la mémoire factuelle peut devenir moins dominante. Elle peut être là, mais comme une archive, pas comme un moteur. Deuxième mémoire, la mémoire affective. Et celle-là, elle est centrale. La mémoire affective, c'est la mémoire des liens, ce qu'on a aimé, ce qu'on a donné, ce qu'on a reçu. Les attachements, les blessures, les manques, les pardons, c'est la mémoire qui relie. Et dans ce modèle, elle reste très présente, parce qu'elle correspond à ce que la conscience porte en profondeur. On peut oublier un détail, mais on n'oublie pas ce qu'on a ressenti. On n'oublie pas ce qu'on a traversé avec quelqu'un. Troisième mémoire, la mémoire identitaire. C'est ce que j'appelle la signature. Votre tonalité, votre empreinte, votre manière d'être, votre manière de reconnaître, votre manière d'aimer. Ce n'est pas
un souvenir précis, c'est un noyau. Et ce noyau est stable. C'est ce qui fait que la conscience reste elle-même quand les repères changent. C'est ce qui fait que l'identité ne s'effondre pas en poussière. Mais en même temps, il y a un changement. Et ce changement, c'est le relâchement de l'ego. Et encore une fois, quand je dis l'ego, je parle du personnage. Le personnage social, le rôle, l'image, la façade, la façon de se protéger, la façon de se défendre, la façon de contrôler. Dans la vie, on a besoin de ce personnage parce qu'on doit tenir, parce qu'on doit agir, parce qu'on doit se situer dans un monde concret. Mais après la mort, dans ce modèle, ce personnage peut se relâcher. Pas d'un coup, pas violemment, progressivement. Parce que sans le corps, il n'y a plus la même urgence. Plus la conscience se stabilise, plus elle peut lâcher ce qui était de la représentation. Moins de rôles, moins de masques, moins de défense, et plus de noyaux, plus de signatures, plus de vérité intérieure, plus de lucidité. C'est pour ça que ce chapitre est important. Il vous montre une transformation simple. L'identité ne disparaît pas, elle se dépouille. Elle garde l'essentiel, elle lâche le décor. La mémoire ne s'efface pas, elle se réorganise, elle lâche le détail quand le détail n'est plus utile et elle garde ce qui est fondamental, le lien, l'empreinte, le sens. Et maintenant qu'on a clarifié mémoire et identité, on peut aborder un autre point qui change beaucoup, le temps et l'espace. Le temps et l'espace après la mort. On arrive maintenant à un chapitre qui change tout. Parce que tant qu'on est vivant, on vit dans un monde simple à comprendre. Il y a un où et il y a un quand, un endroit et une heure. Et notre conscience s'appuie sur ça en permanence. Mais si la conscience n'est plus incarnée, alors ces repères peuvent se transformer. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils imaginent l'après comme un lieu avec une géographie, un chemin, une distance. Alors qu'ici, le fonctionnement est différent. D'abord, parlons du temps. Dans le mode vivant, le temps est linéaire, avant, maintenant, après. Vous ne pouvez pas revivre hier. Vous ne pouvez pas sauter demain. Vous êtes pris dans une ligne. Et cette ligne structure tout. Elle structure la pensée, elle structure les regrets, elle structure les peurs et elle structure l'urgence. Après la mort, dans cette approche, le temps peut devenir moins linéaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucune séquence. Ça veut dire que la conscience n'est plus obligée de vivre le temps comme une route. Le temps peut se vivre comme une profondeur, comme des niveaux de proximité, comme si certains moments étaient plus accessibles intérieurement par la mémoire, par la compréhension, par la résonance. C'est pour ça qu'on parle d'un temps qui se contracte ou qui s'étire, comme si la conscience pouvait habiter un instant et y voir beaucoup plus qu'elle n'en voyait de son vivant. Comme si une seconde pouvait contenir une clarté immense. Maintenant, parlons de l'espace. Dans le mode vivant, l'espace est géographique. Vous êtes ici, l'autre est là-bas, il y a une distance. On se rapproche, on s'éloigne et vous avez des coordonnées, un lieu, un trajet. Après la mort, l'espace devient moins géographique. Il devient un espace de résonance. Et c'est là le point clé. Proche ne veut plus dire à côté ou à 10 mètres. Proche veut dire en affinité d'état, en compatibilité de conscience, en proximité de vibration. Je le dis autrement, la conscience ne se déplace pas comme un corps. Elle ne traverse pas des kilomètres. Elle change de niveau de proximité par accord intérieur, par orientation, par affinité. C'est pour ça que dans cette lecture, deux consciences peuvent être ensemble,
sans être dans un lieu physique. Et deux consciences peuvent être séparées sans qu'il y ait une distance. Elles sont séparées par leur état, par leur niveau d'apaisement, par leur clarté, par leur attachement, par leur ouverture. Donc l'espace devient un espace intérieur, un espace de qualité, un espace d'accord. Et c'est là qu'on comprend la conséquence. Si le temps est moins linéaire et si l'espace est moins géographique, alors la conscience se déplace autrement. Elle se déplace par affinité d'état, pas par distance. Elle va vers ce qui résonne, ce qui correspond, ce qui attire. Elle s'éloigne de ce qui ne correspond pas par rejet, mais par incompatibilité de fréquence. Parce que si la conscience se déplace par état, alors une question arrive naturellement. Qu'est-ce qui pèse dans cet état? Qu'est-ce qui reste comme lucidité, comme regret, comme compréhension? Les regrets. Est-ce qu'on regrette après la mort? C'est une question que beaucoup de gens n'osent pas poser frontalement. Est-ce qu'on regrette après la mort? Et si oui, à quoi ressemble ce regret? Parce que là aussi, il y a deux images extrêmes. Soit plus rien, donc plus aucune conscience morale, soit au contraire un poids éternel, comme une condamnation. Dans cette lecture, on est ailleurs. Oui, il peut y avoir du regret. Mais ce regret ne se vit pas comme une punition, il se vit comme une lucidité, comme une prise de conscience et surtout comme une transformation possible. D'abord, définissons le regret. Le regret, ce n'est pas seulement j'aurais aimé, le regret, c'est une rencontre avec l'impact. C'est voir ce qu'on a fait vivre, ce qu'on a nourri, ce qu'on a cassé, ce qu'on a empêché, ce qu'on a manqué. Ce n'est pas une pensée abstraite, c'est une compréhension qui touche, une compréhension qui traverse. Et dans ce modèle, après la mort, comme la pensée devient plus globale, le regret peut aussi devenir plus clair. On ne reste pas sur le scénario, on va au sens. On ne reste pas sur la justification, on va à l'effet. On ne reste pas sur j'avais raison, on va à voilà ce que ça a fait. Et c'est là que le regret se transforme. Dans la vie, le regret peut boucler, parce qu'il y a l'ego, parce qu'il y a la défense, parce qu'il y a la peur d'avoir tort, parce qu'il y a la honte, parce qu'on se protège, on minimise, on rationalise, on accuse, on se raconte une histoire. Après la mort, dans cette lecture, ces défenses peuvent se relâcher. Et quand elles se relâchent, la lucidité arrive. Pas une lucidité qui écrase, une lucidité qui éclaire. C'est une nuance fondamentale. Parce que ce que la conscience cherche dans ce modèle, ce n'est pas de se condamner, c'est de comprendre. Et comprendre, ce n'est pas se punir. Comprendre, c'est reprendre le fil intérieur. C'est voir où l'on s'est perdu. C'est reconnaître ce qui a été fait par peur, par manque, par rigidité, par ignorance, par mécanisme. Donc le regret n'est pas un tribunal, c'est un miroir qui montre l'impact. Et ce miroir, s'il est bien vécu, produit un mouvement, un élan d'apaisement, un élan de réparation. Je précise, réparer ne veut pas dire revenir en arrière au sens matériel. Réparer ici, c'est calmer une tension, c'est relâcher un nœud intérieur, c'est envoyer une attention d'apaisement, c'est sortir du déni. Parce que tant que la conscience reste dans le déni, elle reste tendue, et tant qu'elle reste tendue, elle reste attachée à une version d'elle-même qui souffre. Donc le regret a une fonction, il transforme. Regret, compréhension. Compréhension, relâchement. Relâchement, transformation. Et là, on touche à quelque chose de très important. La question du bien et du mal se déplace. Ce n'est pas être jugé, c'est être mis en vérité. Et la vérité dans ce modèle,
n'est pas là pour écraser, elle est là pour libérer. Maintenant, il reste une question. Comment cette lucidité se fait-elle? Comment la conscience accède à cette compréhension d'impact? La revue de vie, comprendre l'impact, pas se condamner. On arrive maintenant à un mécanisme spirituel très connu et souvent mal compris. On l'appelle la revue de vie. Et je vais poser tout de suite l'idée centrale. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas une punition, c'est un processus de clarté, un processus de compréhension, un processus qui remet la conscience en face de l'impact réel de sa vie. D'abord, qu'est-ce que c'est? La revue de vie, c'est le fait de revoir. Mais pas seulement revoir comme un film, c'est revoir et ressentir et comprendre. 3 mouvements, revoir, ressentir, comprendre. Et ce qui est important, c'est le mot impact. La conscience ne regarde pas sa vie pour compter des points. Elle regarde pour comprendre ce qu'elle a fait vivre, ce qu'elle a semé, ce qu'elle a nourri, ce qu'elle a manqué, ce qu'elle a bloqué, ce qu'elle a libéré. Et surtout, elle comprend la dimension relationnelle. Parce qu'une vie n'est pas seulement une suite d'événements. Une vie, c'est un réseau de liens, des regards, des gestes, des mots, des absences, des choix. Donc, la revue de vie met en lumière ce qui a été transmis, pas seulement ce qui a été fait, ce que l'autre a ressenti, ce que l'autre a porté, ce que l'autre a compris ou n'a pas compris. Et là, on comprend pourquoi ça peut être intense. Parce qu'ici, de notre vivant, on ne voit pas tout. On voit depuis un angle, on voit depuis nos blessures, nos peurs, nos défenses, notre histoire. On se justifie, on rationalise, on minimise, on se protège. La revue de vie dans ce modèle court-circuite ces protections. Pas pour punir, encore une fois, pour éclairer. Elle fait tomber les filtres, elle montre l'impact sans détour. Et c'est pour ça que je reviens à une nuance. Ce n'est pas un jugement, c'est une lucidité. Et la lucidité peut piquer. Pas parce qu'on est condamné, mais parce qu'on voit avec précision. On voit ce qu'on a fait vivre, on voit ce qu'on a évité, on voit ce qu'on a refusé de regarder. Et on voit aussi ce qu'on a donné, ce qu'on a soutenu, ce qu'on a réparé, ce qu'on a aidé à grandir. Donc la revue de vie n'est pas seulement dure, elle est complète. Elle montre la lumière et l'ombre, elle montre la force et la fragilité. Et c'est exactement ce qui la rend utile. Parce qu'une conscience ne peut pas évoluer dans le déni. Elle évolue dans la clarté. Maintenant, il y a une autre question implicite. Quand on dit revoir, est-ce que ça veut dire qu'on revit tout en détail? Dans cette approche, ce n'est pas une liste infinie de scènes, c'est plutôt un tri. Les moments clés, les moments de bascule, les moments où une parole a changé une trajectoire, les moments où une absence a laissé une trace, les moments où un geste a guéri. Donc la revue de vie va à l'essentiel, à ce qui a compté et surtout, elle met en évidence les intentions. Parce que l'acte n'est pas seul, il y a l'intention derrière l'acte, il y a la peur derrière l'acte, il y a le manque derrière l'acte. Donc la conscience voit aussi ce qui l'animait. Et ça, c'est capital. Parce que comprendre son intention, c'est comprendre son schéma. Et comprendre son schéma, c'est pouvoir s'en libérer. Et c'est là que la revue de vie restructure la conscience. Elle remet de l'ordre, elle remet du vrai, elle remet du sens. Elle rassemble ce qui était fragmenté. Elle fait passer la conscience d'une histoire à une compréhension. Et cette compréhension produit un mouvement, un relâchement, un apaisement, une transformation. Donc si je résume ce mécanisme, la revue de vie, c'est une phase de clarté, elle n'écrase pas, elle éclaire, elle ne condamne pas, elle réorganise, elle ne punit pas, elle transforme.
Et après ça, une autre question se pose naturellement. Pourquoi certaines consciences semblent s'apaiser vite et d'autres non? On va entrer dans cette nuance juste après. Stabilisation, pourquoi certains s'apaisent vite et d'autres non? Après le passage, une question revient souvent. Pourquoi certains s'apaisent vite et pourquoi d'autres mettent plus de temps? Ce n'est pas au hasard, il y a une mécanique. 3 facteurs reviennent souvent, le choc, l'attachement, la clarté. D'abord le choc. Un départ brutal ne laisse pas le même état qu'un départ plus préparé. Quand ça arrive trop vite, la conscience peut rester en décalage, comme si elle devait intégrer ce qui vient de se produire. Il peut y avoir de la sidération, un flottement, une désorientation. Et tant que cet effet-là se dissipe, l'apaisement peut prendre du temps. Ensuite, l'attachement. Plus l'attachement est fort, plus la conscience reste tournée vers ce qu'elle quitte. Elle revient au même point, aux mêmes scènes, aux mêmes personnes, aux mêmes inquiétudes. Il peut rester des préoccupations, des choses non dites, des choses non réglées, un conflit, une culpabilité, un secret, une promesse, une peur pour quelqu'un. Et tant que ça tire à l'intérieur, la conscience peut mettre plus de temps à se poser. Le troisième facteur, la clarté. La clarté, c'est la capacité à comprendre ce qui arrive, comprendre le changement, comprendre le lâcher, comprendre le nouveau mode. Plus la clarté est présente, plus la stabilisation devient simple. Parce que la clarté réduit la peur et la peur alimente l'attention. La clarté peut venir d'un état intérieur déjà plus calme. Elle peut venir d'une vie où l'on a déjà appris à lâcher. Elle peut venir d'une acceptation plus profonde. Et maintenant, un point crucial. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un état figé. C'est une phase d'ajustement. La conscience cherche son équilibre. Et comme tout ajustement, ça peut être rapide ou progressif. Mais le sens du mouvement va vers la stabilisation. Et maintenant, la suite est simple. Une fois que ça se pose, qu'est-ce qui oriente la conscience? Ce qui oriente la conscience une fois décédée. On arrive maintenant à la question que beaucoup se posent. Où va-t-on une fois mort? Et je vais être très claire sur l'approche. Je ne vais pas parler comme s'il y avait une carte officielle. Je ne vais pas parler comme s'il y avait un seul scénario pour tout le monde. Je vais parler d'un principe. Un principe simple et cohérent. La conscience est orientée par résonance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va vers ce qui correspond à son état, pas à son statut, pas à son image, pas à ce qu'elle montre, à ce qu'elle est intérieurement, à sa qualité de conscience. Et pour comprendre, on va poser 4 repères. L'état intérieur, la cohérence, la paix et l'intention. D'abord, l'état intérieur. Une fois mort, ce qui pèse, ce n'est pas la réussite sociale, ce n'est pas le regard des autres. Ce qui pèse, c'est l'état. Est-ce que la conscience est tendue ou apaisée? Est-ce qu'elle est dans la peur ou dans l'ouverture? Est-ce qu'elle est dans la résistance ou dans l'acceptation? Cet état devient une sorte de boussole, parce que la conscience va naturellement vers ce qui lui ressemble. Ensuite, la cohérence. La cohérence, c'est l'alignement entre ce qu'on a vécu et ce qu'on a nourri, entre ce qu'on a fait et ce qu'on est devenu, entre nos valeurs profondes et nos actes. Plus la cohérence est grande, plus l'état intérieur est stable. Plus l'état intérieur est stable, plus l'orientation est fluide. Et quand il y a de l'incohérence, il peut y avoir de la tension. Pas parce qu'on est puni, mais parce qu'on est divisé. La conscience sent qu'il y a un écart, et cet écart l'appelle à se réorganiser. Troisième repère, la paix. Quand je dis paix, je ne parle pas d'une perfection. Je parle d'un état sans lutte, un état moins accroché, un état qui a lâché le besoin de contrôler. Plus la conscience est en paix,
plus elle peut aller vers des états plus vastes. Parce que la paix ouvre, elle rend plus disponible, elle rend plus réceptif, elle permet de s'élever en clarté. Et si la conscience est encore en lutte, elle se tient dans une zone plus dense, pas comme une prison, mais plutôt comme un état qu'elle traverse. Quatrième repère, l'intention. Et l'intention, c'est très important, parce que l'intention oriente déjà la conscience de son vivant. Et dans ce modèle, elle continue d'orienter après. L'intention, ce n'est pas un souhait, c'est une direction, ce qu'on cherche, ce qu'on vise, ce qu'on appelle. Une conscience qui garde une intention claire avance plus facilement. Une conscience qui est sans direction peut rester dans un flottement. Donc, l'intention fait partie de la boussole. Et maintenant, je reviens à l'idée centrale. Il n'y a pas de punition ou récompense. Il y a accord ou désaccord. Accord avec soi, accord avec son état, accord avec ce qu'on est. Quand l'état intérieur est cohérent, la conscience se déplace naturellement vers ce qui lui correspond en stabilité. Quand l'état intérieur est en tension, la conscience se rapproche de ce qui lui correspond en densité. Ce n'est pas un jugement, c'est une mécanique, comme une note qui va vers la même note, comme une fréquence qui cherche sa fréquence. C'est pour ça que je veux dire cette phrase. On se trouve face à sa propre vibration et cette vibration guide la suite. Pas comme une sentence, comme un miroir. Et ce miroir n'est pas là pour écraser, il est là pour orienter. Parce que tant qu'il y a tension, la conscience cherche la résolution. Et tant qu'il y a clarté, la conscience cherche l'expansion. Et c'est là que tout le sens de cette vidéo se rassemble. La conscience ne serait pas figée, elle serait dynamique, elle se transforme, elle se clarifie, puis elle se stabilise et elle s'oriente par son propre état, ce qui reste. On arrive à la fin. Et si je devais résumer simplement tout ce qu'on a vu, ce serait ceci. La conscience ne s'éteint pas forcément. Elle change de support, elle perd les repères physiques. Mais elle conserve un noyau. Présence, signature, reconnaissance. La pensée devient plus globale. Les émotions deviennent des états. La mémoire se réorganise. Les regrets existent, mais ils se transforment en compréhension. Et la suite est orientée par résonance. Ce qu'on a nourri en soi guide l'expérience. Ma petite phrase pour cette vidéo. Écoutez-la bien. Et c'est peut-être là l'essentiel de tout. Cette question de la conscience après la mort n'est pas seulement une curiosité. C'est aussi un miroir, un rappel. Parce que si l'état intérieur compte autant, alors ce qu'on cultive ici n'est pas anodin. Ce qu'on nourrit en soi, c'est ce qu'on renforce. Et ce qu'on renforce, c'est ce qu'on emporte. Si cette vidéo vous a parlé, cliquez sur le pouce. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Partagez-la ou boostez-la si vous souhaitez la faire circuler. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne rien manquer. Et je vais vous dire à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.